Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on tourne une nouvelle vidéo qui en fait va être un complément à la vidéo qu'on a faite dernièrement là, de quasiment 1 heure sur les gilets pare-balles, les généralités sur les gilets, les plaques, etc. etc. Alors même si la vidéo faisait 1 heure, il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais donc justement on va faire des petites capsules comme ça qui vont venir s'additionner à la vidéo originale. Alors, dans un premier temps, moi ce que je voudrais surtout, c'est remercier tous les gens qui nous suivent sur Facebook, qui ont commencé à adhérer à la chaîne YouTube, hein, puisqu'on démarre vraiment une série de vidéos à partir de rien, hein, tout simplement. Les anciennes vidéos, vous pouvez toujours les voir sur le site, la chaîne YouTube de T-Tactical. On avait déjà fait, il y a quelques années, un certain nombre de tests de vidéos, mais on va refaire pas mal de choses, de présentation de produits et de choses comme ça. Voilà, et donc là, comme on est à, je crois, 6500 followers sur YouTube, sur Facebook, pardon, écoutez, voilà, super, c'est franchement génial d'avoir un retour comme ça. On a souvent plein de questions, plein de commentaires de gens qui demandent des éléments complémentaires sur tout un tas de choses, etc. Donc c'est franchement sympa d'avoir une interaction comme ça avec tous les gens qui nous suivent, et également, ça on l'a déjà depuis longtemps avec tous nos clients, quoi. Voilà, alors, donc comme je dis, vidéo complémentaire, alors, en fait c'est la première d'une série. Là dans l'immédiat on a listé à peu près 16 vidéos à faire, vous voyez, donc vous pouvez vous abonner, va y avoir des choses qui vont venir derrière. Alors, pas que des vidéos forcément que de tests balistiques ou que de présentations, mais un petit peu tout mixé, du matériel, on va alterner avec des présentations de tir, où on va tirer effectivement sur un certain nombre de matériel, des vidéos didactiques pédagogiques là-dessus, et puis sur des matériels qui sont collatérales en fait aux balistiques, hein, porte-plaques, veste ou chasuble qui vont avec, etc. Comment ça se met, comment ça se règle, quelles sont les particularités techniques de ces produits-là, parce que, encore une fois, ce sont des produits qui ont été le plus souvent conçus, modifiés, designés par nous, donc il y a une logique derrière, et c'est vrai qu'on a toujours proposé un certain nombre de produits sans jamais avoir, en dehors des clients qui l'ont acheté, exposé les idées qui étaient derrière et pourquoi on avait fait comme ça, et pas autrement, justement. Partant de notre expérience, de nos retours, de nos feedbacks, du feedback de nos utilisateurs, etc. etc. Donc voilà. Alors, on va essayer de faire, là, effectivement, forcément, je vais essayer de faire une vidéo courte, mais on va essayer de faire plus court que les 1 heure. Alors, il faut savoir que la vidéo de quasiment 1 heure qu'on avait faite, c'est rien du tout. C'est une vidéo, normalement, pour jouer à un training, une formation sur ne serait-ce que les produits balistiques qu'on a, c'est environ 12 heures de cours. Voilà, c'est 12 heures de cours, donc c'est quasiment 2 jours de travail, à raison de 6 heures par jour, où on fait que ça, que ça, que ça, que ça. Donc tout condensé en 1 heure, en fait, c'est faire du très très court. Voilà. Là-dessus, j'en profite parce qu'il y a un certain nombre de gens qui m'ont demandé ah mais c'était bien et tout, mais bon il y a certainement encore plein de choses à dire. Alors oui, il y a encore plein de choses à dire, donc c'est pour ça qu'on fait des capsules, comme on dit, des petites vidéos complémentaires sur le sujet, les unes derrière les autres, pour revenir sur certains points particuliers qu'on n'a pas eu le temps de traiter ou qu'on n'a pas assez développé, ou qui ont fait que beaucoup de gens ont posé des questions. Et donc plein de gens m'ont dit ah super, super, quand est-ce que tu ordonnes des stages? Elle dit bah non, moi les stages j'ai arrêté, hein, j'ai arrêté pour tout un tas de raisons, il faudrait presque une vidéo pour expliquer pourquoi, voilà, on a arrêté ça. Alors par contre, effectivement, c'est vrai que j'ai un certain nombre d'anciens de contacts, de gens qui me connaissent depuis longtemps, dont Christian, je lui fais un petit coucou au passage, hein, qui m'a refait un message il y a pas longtemps, en me disant mais quand est-ce que tu ordonnes un stage introduction à la survie urbaine, t'avais fait un stage qui était sympa, tu faisais un panel global de l'analyse de la situation, au choix de certains matériels, à des stratégies d'évacuation quand on était dans des grands centres urbains, etc. Alors c'est vrai que ce stage existe, on est en train de réfléchir à soit le faire peut-être sous forme de vidéo, justement, de faire des modules, hein, de modules en vidéo à ce sujet-là, ou effectivement, parce que là on est encore dans... On va déconfiner là dans quelques jours à peine, et donc on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Hein. Vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de gens qui pronostiquent, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, c'est pas mon métier, mais il faut le prendre en compte dans son analyse stratégique, que effectivement on a un risque peut-être d'avoir un deuxième effet qui se coule sur un retour en force de l'épidémie d'ici quelques mois. Donc du coup, on va voir un peu comment ça va se passer cet été pour mettre en place
tout simplement éventuellement à nouveau des stages, des vrais stages, c'est-à-dire où on est face à face avec les gens qui vont bien, et à ce moment-là, pouvoir échanger de manière plus humaine, et moi je préfère par rapport à, effectivement, même si ça limite le nombre de participants, que par rapport à des vidéos. Bon voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. Voilà, donc tout ça en complément de la vidéo d'1 heure et des autres vidéos qu'on va essayer de sortir. Donc comme je vous disais, à peu près entre 16 et 20 vidéos, et c'est à peu près le listing qu'on va essayer de suivre. Voilà. Je fais un petit aparté également, parce que en pleine fin de période de déconfinement, il y a un certain nombre de pays qui sont en train de déconfiner, etc. etc. Il y a eu beaucoup de questions sur la capacité à pouvoir effectivement avoir les produits. Tout simplement pouvoir être livré, etc., etc. Donc on a réussi on a des délais effectivement qui sur certains produits sont restés tout à fait standards, normaux. Voilà, il n'y a pas eu de souci parce que les usines ont pris des dispositions pour pouvoir continuer de produire tout en respectant toutes les directives qui étaient données pour éviter entre travailleurs des contaminations. Donc il y a des choses qui ont été mises en place pour que ça puisse se faire. Mais en fait, le problème est venu par exemple que certaines usines, dans certains pays, ont été obligées de totalement arrêter leur production, et donc à ce moment-là il y a certains composants en fait qui se sont retrouvés à manquer. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement produire, mais il manque 1, 2, 3 composants. Il n'y a pas longtemps je discutais avec un de nos contacts, et qui me disait que lui travaillait dans l'industrie automobile, et que je crois que sur je ne sais plus quel modèle, il me disait il y a en fait 47 pays d'impliqués pour la fabrication d'un modèle de véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, les pièces qui fabriquent le véhicule viennent de 47 pays. Alors nous, on n'a pas des pièces qui viennent de 47 pays pour fabriquer nos packs balistiques ou nos plaques ou nos casques, mais néanmoins, on peut se retrouver avec des fabricants qui ont dû stopper vraiment leur production. Du coup, il nous manque par exemple la céramique pour finir de faire des cascades. Donc on a tout ce qu'il faut, les colles, le polyéthylène, de quoi l'enrober, tout ce que vous voulez, mais il manque la feuille de céramique qui va bien, parce qu'encore une fois, on ne peut pas, à l'inverse, alors là c'est un point très important, on ne peut pas se fournir n'importe où. On ne peut pas acheter des matériaux n'importe où, chez n'importe qui. Il y a des standards de fabrication, il y a déjà des gens avec qui vous avez une relation de confiance parce que vous travaillez depuis un certain moment. J'y reviendrai après parce que je voudrais dire un mot sur l'histoire des masques. Il y a besoin effectivement que les matériaux soient qualitatifs. C'est fondamental dans ce qu'on fait. On ne peut pas s'amuser à travailler avec des matériaux de basse qualité, c'est pas possible. C'est mettre la vie des gens en jeu. Donc ça, chez nous, c'est hors de question. D'où la relation qu'on a avec certains fabricants par rapport à d'autres, et que effectivement, on a effectivement cette volonté de travailler avec des gens précis pour avoir des résultats, parce qu'on a derrière des résultats précis, voilà, pertinents. On a une continuité dans la qualité des produits. Et ça, c'est fondamental dans le balistique, mais comme dans plein d'autres choses. Hein. Voilà, mais là, vraiment, des vies sont en jeu. Voilà, donc à partir de là, on ne peut pas se permettre de. Donc c'est pour ça que parfois, des délais vont s'allonger, parce qu'on veut continuer d'avoir des produits ou des composants qui viennent de telle personne ou de telle entreprise, parce qu'on connaît la qualité de ce qu'ils produisent et qu'on ne veut pas aller voir ailleurs. Voilà, tout simplement, parce que derrière nous, c'est une garantie aussi pour nous de tranquillité et de sérénité par rapport aux produits qu'on propose. Et donc, je fais un tout petit aparté sur les choses. Il y a des gens qui m'ont demandé mais vous faites pas des masques, je comprends pas, etc. Bah non, c'est pas notre métier, quoi. Je veux dire, moi, les masques, chez le pharmacien, entre guillemets, hein, même si depuis quelques jours, là, apparemment, c'est disponible en très grande quantité dans les grandes surfaces, mais c'est pas notre métier. Notre métier, c'est pas de faire du masque, c'est pas de... voilà, il y a des gens qui saisissent des opportunités au bon, un coup ils font ci, un coup ils font ça, demain ils font du masque coloris camouflage parce que, tiens, il y a l'opportunité de le faire. Enfin, nous, c'est pas spécialement notre métier. Nous, on a un cœur de métier, on peut éventuellement élargir ce qu'on fait à d'autres domaines dans le tactique, dans l'équipement individuel, oui on peut, mais on a dès le début pas spécialement la volonté de faire absolument tout. Voilà, c'est pas notre spécialité, c'est pas ça. Donc voilà, donc ce qui nous amènera effectivement peut-être à proposer des produits complémentaires, lampes, caméras qui se montent sur les casques, système d'adaptation pour monter sur des gilets tactiques ou des boucliers, des choses comme ça, oui, d'accord, ça oui. Demain, peut-être que si je trouve un modèle de holster génial, jamais vu, qu'effectivement on se mettra à faire des holsters, mais à la base, c'est pas spécialement notre credo, même si c'est
très bien se servir d'un holster, c'est pas le souci. Mais voilà. Mais donc, effectivement, non, on fait pas de gel hydroalcoolique, non, on fait pas de masque, non, on fait pas ce genre de truc. Alors, on a des gens qui nous ont proposé des choses. Mais là, je reviens sur ma notion de qualité. C'est-à-dire qu'on a des gens qui proposent des masques qui n'ont aucune conformité. Il y a des gens qui vous proposent des masques qui sont censés avoir la conformité, mais c'est validé par aucun laboratoire. Il y a des gens qui vous proposent des masques qui ont la norme et qui a priori sont validés par un laboratoire, mais vous découvrez si vous faites des recherches que le laboratoire, en général, il certifie n'importe qui du moment qu'on fait un chèque. Donc voilà, donc si j'ai un seul message à faire, c'est voilà, soyez très attentifs à la qualité des produits que vous utilisez. Oui, il y a pénurie de fait. Je polémiquerai pas sur organisé, pas organisé, voulu, pas voulu, etc. C'est encore une fois pas notre domaine de... Enfin, c'est pas le domaine dans lequel je veux discuter aujourd'hui. Mais par contre, soyez très attentifs à la qualité des produits qu'on va vous proposer, parce que là aussi, comme dans le balistique, c'est votre vie qui est en jeu. Voilà, tout simplement. Hein, voilà. Donc, par rapport à ça, on va revenir sur la logique initiale qui était celle d'une vidéo complémentaire, mais je voulais faire un petit passage sur différents points qui me semblaient importants. Alors, une question qui est revenue assez fréquemment suite à la vidéo qu'on a publiée, et même celle du test du calibre 12, etc., de la classe 3 contre calibre 12, c'était beaucoup de gens ont du mal avec les tailles de packs balistiques et les tailles de plaques. Voilà. Alors, je vais commencer par tout simplement le plus simple, c'est les packs balistiques. Alors, packs balistiques, hein, je vous le rappelle, quand on parle de packs, on parle de ces choses-là, hein, c'est directement ce qu'on glisse à l'intérieur des gilets. Hein. C'est ça qui va venir vous protéger physiquement en étant installé dans une chasuble. Hein. C'est ces packs souples, comme on a vu, qui peuvent être en polyéthylène, en Kevlar, etc. etc. Alors pour aussi faire le point, plein de gens vont dire « Oui, mais il y a aussi du carbone, il y a aussi ci, ça ». Oui, 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 absolument. L'objectif, encore une fois, de la vidéo, c'était d'être didactique et non pas de faire de distiller point par point, de manière ultra méthodique, tous les matériaux qui permettent de faire des protections balistiques. Voilà. J'ai essayé de faire quelque chose de relativement synthétique et de relativement simple par rapport à ce qui est facilement accessible. On peut faire des vidéos sur des super casques en fibre de carbone qui ont des capacités balistiques extraordinaires, sauf que petit souci, quand vous allez vous en vouloir, vous allez découvrir que vous ne pouvez pas en avoir parce que le fabricant refuse de vendre, en dehors de gros contrats gouvernementaux pour des États, ou que de temps en temps, quand il y en a un qui se perd, il est à 2000 ou 3000 euros. J'ai même vu des casques qui existent qui sont proposés à 6000 euros. D'accord? Donc là, tout de suite, je pense que vous allez comprendre que, ok, très bien, alors il y a peut-être 1 ou 2 personnes que ça peut intéresser et qui ont le budget pour ça, mais c'est hors cadre. Donc encore une fois, on essaye de faire quelque chose de relativement généraliste pour que vous ayez des outils pour comprendre, quand vous faites des recherches après pour vous-même, vous puissiez comprendre, analyser ce qui peut vous être dit pour faire la part des choses, tout simplement. Donc j'en reviens à mon pack balistique souple. Donc le problème souvent qui est posé, quand je parle c'est surtout un problème de format. C'est-à-dire des gens nous ont appelé, on dit voilà, moi j'ai une chasuble de marque X, Y, Z. Bon, très bien. Je voudrais un pack balistique. Ah, alors moi, la première question que je pose en général, souvent c'est ok, donnez-moi la dimension maximale en hauteur et la dimension maximale en largeur. Et là les gens me disent ah bon, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que je vois si ça rentre dans vos chasubles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas au jour d'aujourd'hui de normes qui concernent le design des packs balistiques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des questions de taille, de largeur, de hauteur, mais également toutes ces formes-là ne sont pas, comment je pourrais dire, référencées dans un document qui s'impose aux fabricants. En ce qui concerne les packs balistiques souples, chaque fabricant fait le design qu'il veut. Voilà. Donc c'est pour ça que dans certains cas, on a effectivement soit des chasubles qui s'adaptent ou qui ne s'adaptent pas, ou qui parfois s'adaptent avec des tolérances qui sont plus ou moins importantes. Parce que forcément, le design d'un pack de chez Tartampion, c'est pas forcément le design d'un pack de chez Special Option. Voilà, tout simplement. J'ai le cas d'un de nos revendeurs qui s'appelle Oritex en Belgique, qui nous a demandé de designer des chasubles spécialement pour des packs qui sont en dotation actuellement, parce que ces packs, la chasuble convenait tout à fait à l'usage qu'ils voulaient en faire pour, comment je pourrais dire, remettre au goût du jour les gilets qu'ils avaient.
pour avoir une chasuble plus moderne, mais à l'inverse, le design des packs n'était pas forcément totalement compatible avec les chasubles qu'on avait. Donc il a fallu réaliser, donc chose qu'on peut faire, adapter la taille de la chasuble, la dimension des poches qui recevaient le pack balistique, en fonction des packs spécifiques qui étaient en dotation dans l'administration belge qui était concernée. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour dire, voilà, on peut avoir des packs, il y a une certaine compatibilité qui se fait naturellement parce que voilà, tout le monde retrouve à peu près des formes à peu près similaires dans les packs, mais attention, les packs balistiques souples ont un design qui n'est pas normé, donc ça veut dire que chaque fabricant fait le design qu'il veut, et donc soyez vigilants quand vous voulez acheter par exemple des packs ou une chasuble pour des packs, ou inversement des packs pour une chasuble, parce que vous pouvez avoir des problèmes de compatibilité, ou vous pouvez avoir effectivement des tolérances qui sont plus ou moins importantes. Il y a des fois, il y a des jeux qui ne sont pas des jeux de 2-3 mm, mais qui sont plutôt des jeux de 5 cm de chaque côté. Il faut savoir que ça peut arriver, alors ça n'empêche pas la chasuble de vous permettre de bien porter le pack, ou le pack d'être efficace, hein, voilà, même s'il faut quand même qu'il soit bien positionné sur votre corps, c'est important. Mais à partir de là, voilà, c'est un point qui était très très important. Et de la même manière, les tailles small, medium, large, etc., X large, dépendent vraiment des fabricants. Hein. Ça, je pense que vous le voyez aussi quand vous achetez un t-shirt. Vous voyez qu'entre 2 t-shirts ou 3 t-shirts de 3 marques différentes, achetés l'un dans un magasin de sport, l'autre chez un surplus ou ailleurs, bah, un taille L, c'est pas forcément le même taille L pour tous les fabricants. Voilà, parce que là aussi, même si a priori il devrait y avoir un consensus, bah, en fait, il n'y en a pas forcément. Voilà, tout simplement. Ce qui fait que de temps en temps, vous habillez en L et d'autres fois en XL. Voilà. Donc, de toute façon, si vous avez un doute, il n'y a pas de souci. Vous nous faites un petit mail, éventuellement vous nous donnez un petit coup de fil, et puis dans la mesure du possible, on essaiera de vous renseigner en fonction soit du matériel que vous avez déjà, soit de la taille que vous faites, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est très très important, puisqu'encore une fois, il faut, comme je crois que je l'avais expliqué dans la vidéo d'1 heure, il faut qu'un gilet, vous vous sentiez bien dedans. Ça c'est très très important, parce que fondamentalement, un gilet dans lequel on est inconfortable, bah, c'est quelque chose qu'on ne va pas porter. Voilà, c'est quelque chose qui va nous handicaper. Et éventuellement, si on a besoin effectivement de survivre, et c'est pour ça qu'en général on a un gilet avec soi, bah, effectivement on a besoin d'être au maximum de ses capacités. Et on n'a donc pas besoin d'être handicapé par son matériel, au contraire. Hein. Un matériel qui vous handicape, faut jamais, enfin ça c'est en tout cas ma philosophie, il ne faut jamais, il faut que ça soit le matériel qui s'adapte à la personne, même s'il y a des fois, quand vous utilisez un nouveau système de visée, par exemple, il va falloir vous y habituer, certes, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit vous qui soyez obligé de prendre, comme par exemple, des positions avec votre nuque incroyables pour pouvoir choper le réticule. C'est pas possible. C'est l'inverse. C'est vous qui allez devoir, si vous voulez absolument utiliser ce système-là, trouver un système de visée ou de surélévation qui va vous permettre de prendre une position, un épaulé confortable pour pouvoir tirer. Et d'un seul coup, vous allez tirer beaucoup mieux forcément, puisque vous allez être plus à l'aise. Là, c'est la même chose pour les gilets. Un gilet, vous allez devoir courir, sauter, ramper, faire du franchissement, monter dans un véhicule, descendre d'un véhicule, que ça soit une voiture, un bateau, un hélicoptère, etc. Donc, à partir de là, il faut que vous soyez confort, qu'il y ait une bonne répartition des masses, que vous puissiez, parce que la répartition des masses, ça j'en parlerai peut-être dans une vidéo, ça altère aussi votre positionnement corporel, et donc ça peut aussi jouer parfois sur la précision que vous avez avec une arme. Ben oui, parce qu'effectivement, vous avez un changement des rapports de poids et de votre centre de gravité en fonction du gilet, de comment la masse est répartie sur votre gilet. Ça, c'est un point qui est, à mon avis, fondamental. Je ne crois pas que je vais avoir vu beaucoup de vidéos qui en parlent. Il faudra peut-être que j'en fasse une spécialement, on vient peut-être trouver la 17e vidéo à faire, donc soyez très très vigilants là-dessus. Voilà. Nous dans notre cas en tout cas, régulièrement quand il y a besoin, on n'hésite pas à changer de gilet d'un client quand il a besoin, qu'il le reçoit et qu'éventuellement, malgré le soin qu'on a pris à l'aider à le choisir, si éventuellement il y a un twist, bah, à ce moment-là on échange le gilet, il n'y a aucun souci, ça se fait assez régulièrement. Donc, élément principal, pack balistique souple, attention, pas de design qui soit imposé à aucun fabricant, pas de règles de taille qui soient imposées par fabricant, donc chaque fabricant a ses propres tailles. Résultat des courses, attention à l'intercompatibilité entre je change la chasuble pour tel pack, je change tel pack pour telle chasuble, quelle que soit la marque, soyez attentifs et vigilants à ce genre de choses. Ça c'est très important. Alors par contre, pour les plaques, c'est un petit peu différent. Voilà, les plaques, les inserts céramique ou polyéthylène ou mixte,
qui existent. Là, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que effectivement, il n'y a pas de normes en tant que telles. Néanmoins, l'OTAN a donné des directives et par rapport à une espèce de standardisation comme le chargeur du fusil M4 est un standard dit STANAG, c'est-à-dire qu'effectivement l'ensemble des chargeurs doivent être compatibles avec ce chargeur-là pour qu'il y ait interopérabilité entre éventuellement les chargeurs de groupes de combat qui viennent de différentes nations sur un même théâtre d'opération, par exemple. Voilà, il y a des normes comme ça qui existent auprès de l'OTAN. Ben, pareil, ils ont donné des directives pour dire, voilà, ben, une plaque de protection en assez rigide, il doit faire, eux ils parlent en pouces, hein, 12 par 10, donc ce qui nous fait grosso modo 30 par 25, et ça c'est le standard OTAN pour la taille des plaques de protection. Le but encore une fois de ces plaques n'est pas de protéger l'intégralité du corps, c'est encore une fois de protéger ici les organes essentiels, c'est-à-dire poumons, cœur, nœud cardiaque, etc. Donc c'est ça le fait. Donc ça, ce type de plaque, 10 par 12, 25 par 30, enfin 30 par 25, c'est vraiment les plaques les plus répandues qu'on puisse trouver en termes de taille. Alors donc c'est pour ça que par contre, comme pour tout à l'heure, les plaques balistiques, ça pouvait être délicat de les mettre d'une chasuble à l'autre et inversement, etc. Autant là, les porte-plaques, bah, c'est relativement simple. Parce que les porte-plaques, ils reçoivent des plaques pour recevoir ce type de choses. Donc, en fait, quand il y a des gens qui, éventuellement, nous demandent « Ah oui, mais moi, je veux des plaques pour un Tactec. » Ben, c'est pas grave, 10 par 12. Je veux des plaques pour un Condor, 10 par 12. Voilà, et inversement, pour X fabricants, quasiment tous les fabricants prennent cette référence-là à l'intérieur. Alors après, il peut arriver qu'un certain nombre de fabricants qui travaillent entre autres beaucoup sur le marché américain, prévoient à l'intérieur du porte-plaque des ajustements pour recevoir celle-ci et voire des plaques un peu plus grandes. Ça peut arriver, puisque par contre l'armée américaine a dans une certaine mesure plus ou moins imposé ses propres standards avec des plaques dites SAPI ou e-SAPI, Extended SAPI, où c'est des plaques qui peuvent être dans certaines configurations plus larges ou plus hautes, parce que effectivement il y a des gabarits différents de celui qui a été retenu à la base par l'OTAN pour faire entre guillemets une norme. Hein, voilà. Donc, alors, évidemment, encore une fois, comme d'habitude, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais là j'essaye de vous donner l'essentiel. Donc, par contre, il existe donc d'autres tailles de plaques, ça existe. Donc, par exemple, vous avez ici, pour vous donner une différence, vous avez ici une petite plaque ici qui va faire 25 par 20. Donc, bah, ça va plutôt être destiné aux gens qui ont une taille small, une taille medium, voire éventuellement pour équiper des porte-plaques à destination des enfants. Bah oui, parce que effectivement, il y a des enfants qui peuvent être menacés. Malheureusement dans les réalités du monde, il y a des gens qui n'hésitent pas à tirer sur des enfants, hein, ça pose pas de souci à certaines espèces de personnes. Hein, regardez un petit peu l'histoire de Sniper Alley au niveau de Sarajevo, et puis vous verrez à ce moment-là que effectivement les gars tiraient sur tout ce qui bougeait, sans distinction. Donc y compris dans une logique par exemple survivaliste, beaucoup de gens effectivement nous disent ah bah j'équipe, je m'équipe moi, j'équipe ma femme, etc. Et puis souvent dans la conversation je dis oui, et vos enfants, ils ont quel âge? Ah bah oui, effectivement, bah oui, les balles vont pas esquiver spécialement les enfants. Donc par exemple, ce type de plaque là peut équiper, avec un porte-plaque adapté, peut équiper des enfants de 5, 6, 7, 8, 10 ans, et puis après en fonction du gabarit, on peut passer à de la plaque standard, etc. Et de la même manière, donc là pour vous donner une idée, hop, voici la taille de la plaque dite entre guillemets standard qu'on trouve le plus facilement. Et voici la plus petite, la 8 par 10, voilà à peu près pour vous donner une idée voilà, de ce qu'on perd en termes de taille. Voilà. Mais elle peut être plus adaptée. À l'inverse, par exemple, quand vous avez dans certaines unités des personnels féminins qui ont des petites tailles, ça arrive, bah, celles-ci sont un handicap. Celles-ci sont un handicap parce qu'elles sont beaucoup trop grandes, malgré le fait qu'il par exemple il y a des designs shooter's cut ici pour pouvoir prendre des positions de tir isocèle, et ben en attendant, pour certains personnels féminins, c'est beaucoup trop grand par rapport à leur gabarit. Elles ont les épaules qui tapent dedans, donc ça peut être gênant. Donc parfois, rocker pour une plaque de plus petite taille, ça peut être aussi une utilité opérationnelle. Et de la même manière,
Nous, on a prévu il y a déjà un certain nombre de temps, parce qu'on avait eu des demandes spécifiques, on a fait des plaques de très grande taille. Alors là, pareil, donc là c'est de la 14 par 11, donc 36 par 30, si ma mémoire est bonne. Et là, effectivement, vous voyez, on a beaucoup plus de surface couverte. Alors là, c'est destiné à des gens qui font des gabarits à 2 mètres, 2 mètres 5, 2 mètres 10, voire plus, ou qui ont des gabarits extrêmement imposants, hein, ça peut arriver. Voilà, je pense par exemple à des collègues d'une unité qui se situe en Nouvelle-Calédonie, où effectivement ils avaient des gens avec un gabarit particulièrement imposant, et donc forcément de la plaque standard ici de type 10-12, ça faisait pas du tout le travail. Donc celle-ci était beaucoup plus adaptée par exemple. Donc ça c'est des choses qui peuvent aussi venir en ligne de compte. Et alors, dernier point sur la taille de plaque, parce que le problématique qu'on avait aussi de temps en temps, c'est qu'un certain nombre de gens regardent d'abord, je peux le comprendre, c'est pas le souci, d'abord le prix, avant de regarder la compatibilité. Et donc effectivement, forcément, comme on utilise moins de matériaux, forcément une plaque 8 par 10 elle est moins chère qu'une 10 par 12. C'est évident, sauf qu'elle est compatible avec rien du tout. Enfin, sauf à avoir un gilet spécifique ou un porte-plaque spécifique. Vous voyez, ce qui n'est pas forcément très courant non plus. Nous on en a, effectivement, ils sont disponibles au catalogue justement pour les petits gabarits. Et d'ailleurs on va bientôt avoir le porte-plaque qui va être adapté spécialement pour, mais ça reste quand même des dispositions spécifiques. On va éventuellement trouver plus facilement des porte-plaques de très grande taille qui vont accepter celle-ci par contre. Voilà, plus facilement. Mais là encore, là par contre, on quitte la logique de norme. La norme, ça reste celle du milieu. Celle-ci, vous allez dire, là c'est vraiment tout petit, bah oui, mais parce que celle-ci par contre, vous avez 2 tailles grosso modo de céramique latérale, donc destinées à vous protéger ce coup-ci des flancs, à être portées dans des poches latérales, ou dans des poches qui sont intégrées. Nous c'est le cas, on a choisi l'option d'intégrer directement des poches pour recevoir les céramiques latérales, parce que l'inconvénient de porter de la protection balistique sur le latéral, en tout cas sous la forme de plaques rigides, c'est que souvent il avait été créé des poches qui se fixent sur le môle. Et donc en fait, vous vous retrouvez à ce que le poids fasse que la céramique se décale et qu'elle vous rentre ici dans la hanche. Et ça c'est ultra désagréable au point de faire des escarres, etc. Alors si en plus ça interfère avec le ceinturon de port pour les étuis de cuisse ou autre, etc., c'est une catastrophe. Alors qu'à l'inverse, si vous avez intégré la poche destinée à ce type de céramique directement dans la structure de la ceinture du gilet, là par contre c'est collé vers l'intérieur et là vous annulez ce souci-là. Donc nous, en tout cas, c'est la solution technique qu'on a toujours retenue pour porter des céramiques latérales, plutôt que des poches, des surpoches supplémentaires sur le latéral. Donc ça, bon, ça existe, ça peut dépanner, mais voilà, c'est pas forcément la meilleure façon. En tout cas, la moins confortable. Et donc là, par contre, effectivement, pour ces céramiques-là, on a 2 tailles. Alors que là, celle-ci, c'est une 6 pouces par 8 pouces, hein, donc qui va faire, que je dise pas de bêtises, 20 par 15. Et puis il existe de la 6 par 6, donc de la 15 par 15, qui va être un petit peu plus petite, un petit peu plus type carré, voilà, qui va faire un tiers de moins, on va dire. Voilà, là j'en ai pas malheureusement pour vous présenter aujourd'hui, là j'ai que de la 6 par 8. C'est celle, nous, qu'on propose le plus, parce que, bon, c'est grosso modo, mais là après c'est vraiment une question de choix personnel. Moi je trouve que c'est celle qui va protéger le mieux, offrir le plus de surface, tout en n'ayant pas d'interaction négative forcément avec le mouvement du bras, de l'épaule, etc. Bon, voilà. Mais ça après, encore une fois, dans plein de cas, ça reste une perspective très personnelle, et ce qui va marcher pour moi va pas marcher pour vous, ou inversement. Même s'il y a quand même, les 3/4 du temps, une espèce de consensus sur tel ou tel système, tel ou tel mode de port, etc. etc. Voilà, donc ça c'était spécialement d'essayer dans la mesure du possible, de pouvoir vous éclairer sur le fait que, attention, les packs balistiques souples, donc celui-ci, hop, voilà, les packs balistiques souples, pas de normes, de taille, de dimension, donc oui, on peut
faire de la compatibilité, oui, on peut rééquiper une vieille chasuble avec un nouveau pack et inversement, etc. Mais voilà, soyez très vigilants lors du choix. Prenez des dimensions, démontez votre gilet, prenez les dimensions pour avoir le plus haut, le plus large, etc. De façon à pouvoir faire votre choix et qu'on puisse trouver le produit qui est le plus adapté, la dimension la plus adaptée. À l'inverse, il est beaucoup plus aisé, et d'où le succès aussi des porte-plaques, hein, c'est que c'est beaucoup plus simple effectivement de s'équiper en plaques type standalone, hein. Donc je vous le rappelle, le standalone c'est des plaques qui sont capables d'arrêter toutes seules les munitions, à l'inverse des ICW. Voilà, regardez la vidéo d'1 heure et puis vous aurez le détail, mais je pense que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo où on parlera de trauma, d'anti-trauma, de trauma, et on parlera de capacité multi-impact. Voilà, donc ça j'en reparlerai à ce moment-là, dans quelques semaines. Et donc, effectivement, les porte-plaques ont un gros succès, pas parce que c'est beaucoup plus simple de choisir sa protection balistique. Elle est grosso modo, encore une fois, standardisée en termes de taille, donc c'est beaucoup plus simple. Avantage, c'est que vos protections balistiques peuvent aller dans une marque, dans l'autre, dans la troisième, dans la quatrième. Vous pouvez garder une paire de plaques et avoir plusieurs porte-plaques différents en fonction des usages que vous avez, ou alors vous pouvez effectivement transférer vos plaques d'un modèle, ah tiens, il y a un nouveau modèle encore mieux qui vient de sortir, tac, vous pouvez sans problème les transférer à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas cette problématique de taille. Voilà, c'est là l'avantage par contre d'une pseudo-standardisation à ce niveau-là. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Voilà, j'ai essayé de faire court, mais à mon avis c'est loupé. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube, à vous abonner, puisque comme je vous dis, il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre si on arrive à... Alors même si notre capacité à en faire est limitée en termes de timing, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like qui va bien, à partager la vidéo aux gens que ça pourrait intéresser. Voilà, et puis si vous avez une question, n'hésitez pas à nous faire un petit mail. On met parfois du temps, mais on finit toujours par répondre, il n'y a pas de souci. Et voilà, si vous avez besoin de conseils techniques, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre dans la modeste mesure de nos capacités. Voilà, donc à très bientôt j'espère, et puis on essaye de se mettre à travailler d'arrache-pied sur de nouvelles vidéos. À bientôt!